Mesdames, Messieurs, bonsoir, fidèles téléspectateurs de Business 24, bienvenue. Heureux de vous retrouver sur ces antennes pour un autre numéro consacré, comme vous le savez, à l'actualité politique d'ici et d'ailleurs. Alassane Ouattara, candidat ou pas à l'élection présidentielle d'octobre 2025, on en décrypte car même le congrès des 21 et 22 n'a pas pu décider. Du côté de l'opposition, le PPRCI de Laurent Gbagbo et le PDCI de Tidiane Thiam sont en coalition désormais un front. Alors, désormais trop c'est trop, pourquoi faire, comment faire, avec quels moyens? Et pour y arriver, nous avons 4 invités. À côté de moi, Jean-Hubert Kofo, c'est pas junior, hein? Bonjour et bienvenue. Il est journaliste et chef de service politique à l'intelligence d'Abidjan. Bienvenue. Merci bien. Comment vous allez? Oui, ça va. À côté de lui, Aouya Kouakou, journaliste, consultant. Bonjour et bienvenue. Bonjour, chers confrères. Merci. Comment vous allez? Je veux bien. Alors, de l'autre côté, nous avons pour la première fois le bel Ngouran. Il est communicant, expert en marketing des réseaux sociaux. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, enfin, Nzi Kokora Bernard, c'est un nom bien connu des plateaux télé qui nous rejoint pour la première fois. Bonjour et bienvenue. Il vient tout droit du RHDP. C'est ça. Merci. Comment vous allez? Très bien. La voix n'est pas cassée après dimanche? Non, pas du tout. La joie que le meeting nous a donnée nous a fait oublier donc la grosse fatigue. Alors, on va vérifier ça tout à l'heure. Mesdames et messieurs, c'est week-end politique et nous partons. Et cette fois-ci avec en image ce qui s'est passé dimanche dernier au stade Ebimpe. Ils sont plusieurs milliers, plus de 100 000 selon l'organisation, venez écouter leurs champions. Pour beaucoup, à l'entendre dire qu'il est candidat à l'élection présidentielle, sinon qu'il accepte les recommandations du Congrès, lues par son président, l'ancien Premier ministre Patrick Achi. Les 7000 congressistes ont également, une fois encore, à l'unanimité, adopté la désignation de son Excellence M. Alassane Ouattara comme candidat du RHDP à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Une recommandation du Congrès devenue celle de l'ensemble des militants présents dans les stades. À eux tous, Alassane Ouattara répond. J'ai écouté avec attention la résolution relative à ma reconduction comme président du RHDP. Dans un esprit de responsabilité, mais aussi avec tout l'amour que je porte à cette famille politique que nous avons construite, j'accepte de demeurer le président du RHDP. Merci. Merci. Merci beaucoup. Et je l'accepte pour consolider la stabilité de notre parti et préparer l'avenir. Je resterai donc président du RHDP. Oui, je resterai président du RHDP tant que vous le souhaiterez. Concernant la candidature à la présidentielle du 25 octobre 2025, je veux vous redire que je suis le président de tous les Ivoiriens. Je veux donc vous dire aujourd'hui ceci. Je veux vous dire ceci. Je vous ai entendu. Je vous ai compris. Je vous remercie de votre confiance. Je prendrai dans les jours qui viennent, après mûre réflexion, à mon âme et conscience,
Je vous ai entendu et je demande un temps de réflexion. Le président Ouattara, comme 2020, ne prendra pas sa décision dans un bain de foot. Aux grandes dames des militants qui, contre mauvaise fortune, font bon cœur. C'est lui que nous suivons. Nous savons que le moment n'est pas facile pour un leader de sa trempe, mais nous implorons le Seigneur pour qu'il puisse l'inspirer. Parce que nous savons qu'il aime la Côte d'Ivoire, nous savons qu'il aime ses enfants, il a bien entendu notre appel et nous croyons en lui. Bien entendu, nous sommes heureux que le président ait accepté d'être encore le président de notre parti jusqu'au prochain congrès, donc dans 5 ans logiquement. Et nous apprécions que le président, qui est le président de tous les Ivoiriens, donc, entend solennellement, en ce qui concerne la candidature donc, à la présidence de la République, s'adresser à tous les Ivoiriens. Parce que le message important que le président, de notre point de vue, voudrait passer aux Ivoiriens, c'est l'unité. L'unité face à un monde aujourd'hui qui est totalement bouleversé, à une sous-région où nous connaissons énormément de difficultés. À défaut de mettre fin au suspense sur la candidature ou non du président Ouattara à l'élection d'octobre 2025, le deuxième congrès a tout de même permis de faire une démonstration de force, car rarement le stade olympique Alassane Ouattara n'a autant bien porté son nom. Alors, comme vous l'avez tous vu, c'est là l'ambiance au stade de Bimpe Alassane Ouattara dimanche dernier. Kokora, comme vous êtes dans le pain, dites-nous, Alassane Ouattara, président du parti, mais candidat pour le moment non. Comment vous expliquez cela? Alors d'abord, je voudrais vous remercier pour l'invitation que vous me faites. Alors, je crois que le meeting a été historique. Et nous avons passé 2 jours dans la ferveur militante, dans l'enthousiasme. Et à la suite donc, du premier jour, les militants ont sollicité la candidature du président Ouattara. D'abord, votre président du parti, ensuite, président du RHDP. Et le président, en toute responsabilité, en homme d'État, a décidé de reporter pour les prochains jours sa réponse concernant donc sa candidature à l'élection présidentielle. S'agissant donc de la présence à la tête du parti, il a donné une réponse satisfaisante. Donc nous lui disons merci. Et je pense que comme vous l'avez dit dans votre élément, comme en 2020, Alassane Ouattara ne donnera pas sa réponse dans un meeting du RHDP parce que c'est un homme d'État et je crois que beaucoup d'observateurs qui savent analyser les parts d'Alassane Ouattara étaient très conscients que le président Ouattara ne donnerait pas sa réponse au cours de ce meeting. Parce que rappelez-vous qu'en 2020, lorsqu'il a décidé de se retirer, ce n'est pas au cours d'une réunion donc, de son parti qu'il a donné l'information. Il a réuni le congrès pour donner l'information au peuple de Côte d'Ivoire parce qu'il estime que le congrès étant la représentation du peuple. Et lorsqu'il devait donc repartir encore à la demande donc, de ses militants, le président n'a pas donné une réponse satisfaisante au cours d'une réunion du RHDP, mais bien plus au cours d'une adresse solennelle où il s'adresse au peuple de Côte d'Ivoire en lui donnant donc sa réponse pour dire que je repars encore à la course pour diriger la Côte d'Ivoire et continuer le développement de notre pays. Alors, ce n'est pas un danger, nous sommes à moins de 5 mois. D'aucuns diraient que c'est un recul aussi. On a vu l'opposition qui pense peut-être que c'est leur combat qui est en train d'être gagné. Je pense que l'opposition lit très mal le sujet. Faisons un peu d'histoire. En 2020, le président Ouattara avait dit qu'il ne s'y présenterait pas. Et après, il y a eu, je crois, le décès du premier ministre Koulibaly, après Ahmed Bakayoko, et il s'est présenté. Moi, je parle du principe que l'État et les partis politiques sont 2 choses qui sont différentes. Okay? Accepter d'être le président d'un parti, association privée, il n'y a pas de problème. L'association fait ses règles, donc on ne peut pas en débattre, mais l'État a des règles. Mais c'est vrai qu'on part sur quelque chose qui est pour moi compliqué. Parce que 2020, on a argué la mort de certains.
pour ne pas respecter la Constitution. Et maintenant, il se donne le temps de réfléchir. Après, sur un point de vue, pour moi, extrêmement, je vais dire politique, c'est pas quelque chose qui est mauvais, mais ça laisse beaucoup de présages. Je pense que le RHDP a beaucoup de cadres. Si encore en 2025, avec un président qui a déjà fait, je crois, 5 ans contre sa volonté pour aider parce qu'il y avait une défaillance, s'il n'y a pas encore quelqu'un qui peut se présenter, il y a un problème. Et si le président demande du temps pour réfléchir, je pense qu'il y a des questions à se poser, mais ces questions dépendent que du président du RHDP. Alors, Jean-Yves Kofo, vous y étiez, la mobilisation. D'aucuns diraient que c'était une démonstration de force. Oui, c'est le mot, c'était une démonstration de force. Le RHDP est le parti au pouvoir, avec tous les moyens qui vont avec. Donc le RHDP avait les moyens de cette politique-là. Et depuis, comment dire ça, le parc des expositions jusqu'à BNP, il y a eu beaucoup de monde. Et ça, je pense que normalement, on ne peut pas dire que le pouvoir, c'est pas une surprise. Maintenant, là où certains attendaient, c'était de dire oui à la candidature en 2020, en 2025. Cet appel pressant que ces militants ont lancé. Mais le président Alassane Ouattara, moi je dis que ce n'est pas un congrès qu'on désigne un président. Voilà, on le désigne pendant une convention. Voilà, donc le président Alassane Ouattara ne pouvait pas dire oui à cette occasion-là. Mais moi, c'est ce que moi je mettais surtout. C'est que d'abord, le président Alassane Ouattara, sur l'éligibilité, il n'y a pas de débat. Il est éligible, il peut être candidat encore pour 2025, puisque Laurent Gbagbo lui-même, en revenant dans ce pays en 2021, allait lui dire, d'abord le salut au palais présidentiel. Il a dit, monsieur le président, normalement, s'il n'est pas éligible en 2025, ça va partir déjà de 2020, puisque en 2020, quand on a parlé du troisième mandat, il est éligible. Donc je pense que le président Alassane Ouattara, il est éligible. Par contre, là où moi je voudrais vraiment m'appesantir, c'est au niveau de, comment dire ça, de son discours à propos de l'appel à candidature. Le président Alassane Ouattara dit qu'il va réfléchir. Moi, c'est le mot qui me sont en tête. Il va réfléchir. Oui, il va réfléchir parce que le président Alassane Ouattara aime les Ivoiriens. Il nous aime énormément au point qu'il pense à tous les Ivoiriens dans l'ensemble. Il pense aussi bien aux Ivoiriens qui vivent en Côte d'Ivoire toujours, qui n'ont pas de passeport pour fuir le pays quand ça sera chaud, qui, comme nous, en tout cas comme nous, comme moi et peut-être d'autres, en tout cas la grande majorité, qui n'ont pas de passeport pour fuir le pays si le pays est en crise, si les régions tournent mal, ils pensent à nous. Parce qu'ils voient la possibilité de sa candidature. Le débat de s'entraîne, ils voient ce que le PPCI dit de sa candidature. Le PPCI dit qu'on va aller au combat, on va se battre pour que ce quatrième mandat n'ait pas lieu. Alors, le président Alassane Ouattara, il voit tout ça et il reconnaît de tout. Mais en même temps, il pense aussi à ceux qui, peut-être comme le frère Foucault qui est à côté là, qui a dans une poche un passeport, peut-être, comment dire ça, un dossier un passeport avec un visa longue durée, parce que lui, il ne va pas encore voir, j'imagine, il vient à l'étranger. Allez-y au fond de votre pensée, qu'est-ce qu'on veut entendre? Je dis qu'il y a certaines personnes qui appellent le président Alassane Ouattara à être candidat coûte que coûte. Et vous? Moi, je dis que le président Alassane Ouattara, en disant déjà, le fait même déjà de ne pas dire oui à ce congrès-là, je dis qu'il pense à nous autres. À nous autres qui ne pouvons pas fuir le pays en cas de dégâts. Voilà. Donc, selon toi, le fait de n'avoir pas dit oui veut dire non. Aouya? Ce que je voulais dire, c'est que sur le point de la mobilisation, pour nous les journalistes, c'est le train qui arrive à l'heure. Donc, il n'y a pas d'information majeure. Pour un parti qui a fait 15 ans au pouvoir, mobiliser ses militants, remplir le stade, ce n'est pas une information pour eux. L'information capitale, c'était la position du président à la suite de l'appel de son parti à candidater pour l'élection présidentielle de 2025. Le président de la République a utilisé des éléments de langage qui sont très importants dans le décryptage politique. Ces éléments de langage, il a dit « Je tiens à redire que je suis le président de tous les Ivoiriens ».
Donc, j'ai besoin d'un temps de réflexion pour prendre une décision. Ce n'est pas dans le même contexte que lors des élections passées. Lors des élections passées, le président n'a pas ajouté qu'il va prendre un temps de réflexion. Parce que en tant que leader, il sait plus ou moins s'il va y aller ou pas. Mais cette fois, il y a des éléments qui montrent que le président peut aussi ne pas aller à cette bataille-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, le président de tous les Ivoiriens sait bien qu'une frange importante de la population veut qu'il y ait un renouvellement de la classe politique. Et lui-même l'a promis. Même dans son propre camp, il y a des sons discordants. Vous avez entendu Évariste Miambli qui a dit qu'il faut passer le relais. Et il n'y a pas aussi Évariste Miambli fait rire à M. Okora, mais il y a quand même eu Joël Gessan qui est quand même qui a été porte-parole du RHDP, qui le dit aussi, en d'autres mots. Donc aujourd'hui, même au sein du RHDP, beaucoup pensent qu'il est temps que le président, après 15 années, après avoir joué sa partition dans le développement du pays, doit passer le relais. Dans l'opposition également, il y a cette unanimité aujourd'hui à réclamer un changement, Tout le monde rêve de ce que, dans l'opposition, je vais dire, de ce qu'il y ait une nouvelle génération qui prenne le relais. Et le président l'avait promis aussi. Ce n'est pas nouveau. Le président lui-même avait dit dans différents discours les années précédentes qu'il fallait, qu'il a trop travaillé, qu'il fallait passer le relais. C'est dire quoi? C'est dire que nous sommes dans un contexte où tout est possible, où le président peut décider de ne pas y aller, comme il peut décider d'y aller. Alors, M. Okora, vous avez... Non, la réaction que je voulais avoir, elle est très rapide. D'abord, il faut arrêter d'essayer de diluer les efforts des autres, en faisant croire que parce qu'on a passé 15 ans au pouvoir, c'est tout à fait naturel qu'on puisse remplir un stade et faire environ 120 000 ou 140 000 personnes. Vous pouvez noter en Afrique des partis qui ont fait plus de temps au pouvoir, qui n'ont pas été capables de réaliser cela. Et selon des diplomates et la presse internationale, le seul parti en Afrique donc qui essaie d'approcher ce que le RHDP a fait, c'est l'ANC. On a vu tout près au Sénégal, 10 ans au passé au pouvoir, mais vous êtes journaliste, vous savez que tout ce qui s'est passé, le parti s'est fragilisé. Ce n'est pas parce que vous durez au pouvoir que votre parti reste toujours fort. D'ailleurs, plus vous durez au pouvoir, les chocs d'ambition et les tiraillements, les positionnements peuvent fragiliser le parti. Donc, la mobilisation que vous avez vue dénote du fait que d'abord, il y a la cohésion au sein du parti, les militants sont mobilisés. Donc, il ne faut pas essayer de diluer les efforts des autres. Deuxième chose que je voulais dire, sur la Constitution, le frère a dit tout à l'heure, on a allégué de la mort d'Amadou Gon pour ne pas respecter la Constitution. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut respecter nos institutions. Dans ce pays et dans tous les pays du monde, il est établi que lorsque vous voulez être candidat, vous déposez vos dossiers devant un organe, donc qui à la fin tranche. Est-ce qu'en 2020, le Conseil constitutionnel qui a tranché, qui a dit que Ouattara pouvait être candidat, a fait du faux? C'est ce que vous prétextez. Je ne l'accepte pas et je trouve qu'il faut respecter nos institutions. Troisième chose, le frère a parlé du passeport en faisant allusion à ceux qui seraient tentés de fuir le pays lorsqu'il y aura une crise. Je peux te comprendre, je l'entends. Mais tu ne vas pas me dire, tu as dit tout à l'heure que vous n'avez pas de passeport, c'est bien malheureux, mais tu ne vas pas me dire que les 140 000 qui étaient au stade détiennent tous des passeports. Non. Donc si tous ces 140 000 personnes, ce n'est pas Kokora seul qui l'a décidé, et ceux qui ont les moyens pour se déplacer, mais vous avez vu ces vieilles femmes, ces vieilles dames, et ces vieux messieurs, et des jeunes, vous étiez au terrain, entre 18 et 40 ans qui sont au terrain, mais ils n'ont pas tous des passeports pour fuir. Il ne faut pas banaliser la volonté populaire d'un parti politique de ses militants, donc qui a décidé que leur président qui a bien travaillé, qui a transformé le pays, puisse continuer pour 5 années à venir. C'est notre volonté souveraine et je me voudrais de ne pas finir. Sur un dernier point, rapidement. Sur la frange, vous avez dit beaucoup de militants du RHDP souhaitent qu'il y ait un changement. En citant 2 personnes. Joël Nguessan. Non, non, vous avez dit beaucoup de pensent. Attendez. Tu as dit au sein. Voilà. Non, non, au départ, vous avez cité. Non, vous avez dit, cité 2 personnes. Je reviens sur quand vous avez parlé d'une frange, vous avez parlé de la population. Voilà. L'autre, il a parlé de Miambli,
et de Joël Nguessan. Par exemple, vous ne savez pas qu'il a dit, mais tu ne peux pas mépriser tout un parti politique avec une représentation nationale, 27 présidents du conseil régionaux, et citer 2 personnalités politiques qui ne sont même pas des élus, pour dire qu'au sein du RHDP, les gens veulent changer Alassane Ouattara. Il faut arrêter. Voilà, il faut arrêter. Et la frange de la population. Mais quel est le mécanisme qui vous permet de déterminer qu'il y a une frange de notre population qui veut qu'Alassane Ouattara parte? Quel est votre indicateur? Alors que nous avons, comme vous l'avez dit, l'opposition, naturellement, souhaite le changement puisqu'ils veulent arriver au pouvoir. Mais en face, l'opposition, quelle est sa force sur le terrain? Depuis la veille des élections, quelle a été la capacité de mobilisation? 0. Donc, on ne peut pas banaliser le travail du RHDP, qui est la première force politique. Permettre à Lebel, qui a été cité, de réagir rapidement. 30 secondes également, juste après. On va passer au deuxième élément parce que le temps presse. Je pense que la réaction de M. Kokora est normale parce qu'il est militant. Moi, je ne suis pas militant, je ne milite aucun parti politique, je suis juste un analyste. Je vais suivre des points qui vont être très rapides. Je pense que l'histoire de la Côte d'Ivoire est trop récente pour qu'on puisse la réécrire ou la réinventer. Moi, j'écris sur la Côte d'Ivoire, je sais de ce qu'on parle. Demandez à tous les juristes et à tous ceux qui ont fait la troisième constitution, non? La troisième constitution. Demandez à tous, au départ, en 2016, je me rappelle, il n'y avait pas un second mandat. Après, on a tous vu la réaction du président qui l'a même dit, sur sa page, qu'il a dit, je ne serai pas candidat. Et il est revenu sur sa parole. Et je vais dire aux uns et aux autres, tout le monde peut revenir sur sa parole. Ce n'est pas, comment dirais-je, on ne peut pas empêcher ça aux gens. Mais la parole, quand on donne, quand on est un chef d'État, ça a quand même de la valeur. Et après, on peut prétexter la mort. Ça a été dit, c'est pas moi qui l'ai inventé. On peut vous dire des politiques français qui sont mariés, vous dire oui, on comprend M. Ouattara parce que quelqu'un est mort. Donc, je vais dire que ce point-là, il est inéluctable. Deuxième chose, comme monsieur l'a dit, on peut mobiliser les gens. Mais je pense que la politique, ce n'est pas forcément le fait de mobiliser les gens. Je pense que ce n'est pas ça le but. Parce que moi, si je vais dans mon village, pour me donner des moyens, je vous mobilise 200 000 personnes. Ce n'est pas ça le but. Le but, en fait, c'est le discours politique, l'action politique et le programme politique. Si le RHDP, qui est arrivé au pouvoir en étant constitué de plusieurs partis politiques, tient un meeting de ce type, je vous pose la question, où sont passés tous les partis qui étaient militants du RHDP, qui ont encore leur logo dans le RHDP? Je vous pose la question. Ouais, PDCI, UDPCI, PIT, où sont-ils? Voilà, où sont-ils? Et puis en plus, la question que je vais donner à M. Kokora, je vais dire aux gens, en politique, il ne faut pas affirmer ces positions de partisans comme des positions de tout le monde. La Côte d'Ivoire n'appartient pas au RHDP ni aux partis politiques. Et rappelons pour dire que la situation politique a changé depuis 2016. En 2015 plutôt l'élection, il n'y avait pas d'opposition. En 2020, il n'y en avait pas. Cette année, vous avez quand même M. Laurent Gbagbo qui est de retour. Vous avez M. Tidiane Thiam qui est de retour. Vous avez l'aspect qui a changé. Donc c'est normal que le parti au pouvoir aussi ait peur. Mais quand on me dit qu'il y aura des risques, j'ai dit aux gens, pourquoi voulez-vous qu'il y ait des risques si on est en politique? Ce n'est qu'une élection. Personne ne va mourir. Ce n'est qu'une élection. Alors, rapidement, hein. C'est que très rapidement, quand je parle de mobilisation, j'ai bien dit que pour un journaliste, c'est le train qui arrive à l'heure. On est tous témoins de l'histoire récente de notre pays. En 2020, il y a eu les élections, le parti au pouvoir, le FPI, faisait de grandes mobilisations. Donc c'est pourquoi j'ai dit pour le journaliste, pour nous, journalistes, c'est un train qui arrive à l'heure. Ce n'est pas pour minimiser vos efforts, non, mais pour nous, c'est normal, c'est naturel que ce parti-là puisse terminer pour dire que quand je parle d'une frange de la population, je veux dire une partie de la population, qu'elle soit grande ou je n'ai pas mesuré pour dire que c'est la majorité. J'ai dit une frange, une partie de cette population-là, aujourd'hui, qu'on soit d'accord ou pas, veut qu'il y ait un renouvellement des institutions. Il n'y a pas d'unanimité en politique. Allez-y. Le président Alassane Ouattara, personne ne peut lui mettre la pression. Voilà. Le président Alassane Ouattara, personne ne peut lui mettre la pression pour qu'il veuille forcément être candidat en 2025. Parce que sinon, il aurait déjà dit oui à FBP. La pression qui lui a été mise là-bas, il n'y a pas de pression plus forte que ça. Quand les cadres du RHDP ont demandé au peuple, enfin, à tous ceux qui étaient là-bas, de lui dire, monsieur le président, un oui. Et puis le discours que le Premier ministre Patrick Tachi a fait, ça, s'il n'y a pas de pression, si ça, on n'appelle pas ça une pression, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. Mais le président Alassane Ouattara, il a pris son courage entre ses deux mains, il a dit que je vais réfléchir. Il va réfléchir pour les Ivoiriens, il ne prendra pas une décision d'être candidat parce que le président Alassane Ouattara, il a dit lui-même qu'il veut passer la main à une jeune génération.
Il a dit que si les anciens comme lui ne sont pas candidats en 2019, s'il n'était pas candidat, il n'allait pas être candidat. J'ai fini là. Laurent Gbagbo, comment on dit ça, le président a dit qu'on a dit aujourd'hui, Dieu en a voulu autrement, il est parti. Laurent Gbagbo, la justice ivoirienne l'a sanctionné, il ne s'est pas candidat. Qu'est-ce qui oblige aujourd'hui le président Alassane Ouattara à être candidat? Si après 15 ans au RHDP, il n'y a pas de cadre pour se succéder à Alassane Ouattara, ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de cadre autour de lui. Ça veut dire qu'Alassane Ouattara a été le seul à réfléchir depuis toutes ces années-là. D'accord, on va passer au second sujet qui non moins important également. Aux côtés du RHDP, de son congrès, il y a aussi cette alliance entre le PPRCI et le PDCI de Tidiane Thiam. D'aucuns diraient une nouvelle alliance, parce qu'on a eu le Front républicain, on a eu l'alliance PDCI-RDR, aujourd'hui nous avons le FPI, enfin le PPRCI de Laurent Gbagbo et le PDCI, le même PDCI qui a combattu en 2010 avec des armes, à la limite, Laurent Gbagbo, mais qui s'allie à lui. Faut-il dire quoi? Alliance contre nature, de raison, de quel vas-y, Kokora. Non, d'abord, il n'y a pas d'alliance contre nature. Mais ce qu'on peut remarquer dans ce rapprochement, c'est parce qu'il y a déjà, je crois qu'ils ont signé les accords de leur alliance. Moi, je n'arrive pas à comprendre le rétropédalage de M. Thiam. Donc, il avait annoncé qu'il n'était pas prêt à faire une alliance avec Laurent Gbagbo parce qu'il le considérait comme un serpent. Aujourd'hui, il revient donc sur sa parole. Et l'autre chose que je note, c'est que concernant le PPRCI, c'est tout à fait normal. Le président Laurent Gbagbo veut se positionner comme le premier, le leader donc de l'opposition. Il avait lancé un appel à Benoît, donc il n'a pas eu de réponse, donc c'est lui le gagnant. Mais en ce qui concerne le PDCI, je pense que c'est une relation d'abord même de polygamie, parce qu'ils sont dans une relation avec la CAP, composée de plusieurs partis politiques, je crois 25 partis politiques. Et sans crier gare, sans même informer la première femme, vous allez contracter un autre mariage avec. Donc pour moi, c'est vraiment de la grosse confusion. Mais cela démontre que le président du PDCI-RDA doit apprendre encore en politique, parce que là, il vient de se livrer mains et pieds à Laurent Gbagbo. C'est ça, c'est sur la forme. Mais dans tous les cas de figure, je ne suis pas habilité à commenter donc leur alliance. Mais dans le fond, je trouve que ces deux partis politiques, parce qu'il faut voir l'objectif de leur union. C'est le trop, c'est trop. Et le trop, c'est trop pour eux, c'est de combattre donc le régime en place sur un certain nombre d'aspects, aspects abus sociaux, non-respect de l'état de droit et autres, non-respect de la justice. Mais concernant ces deux partis, moi je me pose une question. Quelle est leur légitimité à combattre le RHDP sur ces questions, alors que pendant les 15 dernières années, en Côte d'Ivoire, nous sommes le parti donc, qui a amélioré subséquemment et suffisamment donc ces aspects de la gouvernance. On les a vus dans ce pays, aucune justice où des journalistes pouvaient être abattus, pardon, merci. Donc dans les rues comme Jean-Hélène, Guy André Kieffer, donc qui a disparu. Donc ces messieurs-là sont très mal placés pour nous donner des leçons en matière de gouvernance. Vous avez parlé de l'électropédalage, mais ne dites-on pas que la politique c'est la saine appréciation des réalités du moment? Si cette assertion, je l'ai dit tout à l'heure, pour moi la politique ce n'est pas la saine appréciation des moments. Les gens le disent souvent mais ils ne pensent pas. Je pense que la politique c'est l'art de voir loin. D'abord c'est la gestion de la ville. Vous allez vous associer avec quelqu'un, c'est quoi le but? Ce que moi je reproche à l'opposition ivoirienne, c'est qu'elle est elle-même opposée. Soyons francs, soyons clairs, l'opposition ivoirienne est opposée à elle-même. Les acteurs sont imposés des fois individuellement et puis après ils s'associent. Le gros problème pour moi, c'est pas qu'ils s'associent, mais le FPI est un parti de gauche, le PDCI est un parti de droite, ils s'associent, le PDCI a déjà une alliance, bon, ils sont libres, association privée, mais je me demande, c'est quoi le projet politique? Quel est le projet politique? Nous sommes à 4 mois des élections, quelle est la démarche politique? Parce qu'on ne peut pas s'associer dans une association politique pour que quelqu'un parte. Moi, je pense que ce n'est pas ça de la politique. C'est quel est le projet qu'on donne aux Ivoiriens en s'associant et puis quelle est la promesse de demain? Surtout que les deux partis ont des candidats ou des... Enfin, pas pour l'instant, mais des leaders qui ne sont pas éligibles selon la Constitution. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Une coalition comme celle-là, pourquoi faire? D'abord, c'est vrai que les leaders ne sont pas éligibles. Moi, je l'ai toujours dit, ces deux partis-là ne peuvent pas payer le luxe. C'est payer le luxe de ne pas aller à cette élection-là. Parce que sinon, le PDCI-RDA, ça va faire 15 ans que le PDCI-RDA n'aura pas eu finalement de candidat à la présidentielle. Il faudra, s'il n'y a pas de candidat en 2025,
C'est jusqu'en 2030, ça fait 20 ans, un parti comme le PDCI LDR qui aura des candidats à la présidentielle pendant 20 ans, c'est pas, je me dis que c'est pas... Et le PPACI, FPI à l'époque, qui en 2010 a eu Laurent Gbagbo, jusqu'en 2025, est-ce qu'en 2025, on peut payer le luxe de parler à l'élection? Je ne pense pas. Donc moi, je me dis que ces partis-là vont trouver vers la fin des moyens de se trouver des candidats de plan B pour aller à l'élection. Maintenant, concernant leur alliance, quand on voyait le meeting de PDCI LDR qui a été fait à Ypougon, quand on voyait la mobilisation, moi je dis que c'est une mobilisation de PDCI LDR. Ce n'est pas une mobilisation, je n'ai pas vu, enfin, pas que je n'ai pas vu, mais je vois que le PDCI LDR a été le seul pratiquement à mobiliser. Et si, quand vous vous asseyez et que vous faites un bilan comme ça, vous vous dites que, mais écoutez, on a déjà une alliance avec 24 autres partis politiques et on est le seul à mobiliser à nos meetings, mais il y a lieu de s'allier à un des plus grands, comme le PPACI. Voilà pourquoi est-ce que le RADP, enfin le PDCI, à mon sens, c'est certainement lié au PPACI. Mais comme je le disais sur le plateau, je me dis que, attention, il ne faut pas que le PDCI se fasse, enfin, il faut que le PDCI fasse attention avec qui il s'allie. Parce que le PPACI est un parti qui dit, par la voix de son président, qu'ils vont se battre pour que Alassane Ouattara ne soit pas candidat, ils vont se battre pour que leur leader soit mis à la liste électorale. Se battre comment? Dans les rues. Jusqu'à aujourd'hui, le PDCI a collaboré avec les autorités en place. Le meeting qui était prévu un mercredi a été décalé à un samedi avec l'accord des autorités. Mais si aujourd'hui ils se mettent avec le PDCI et qu'un jour ils se trouvent à faire un meeting ou une marche qui n'est pas autorisée, Tidjane Thiam qui est inéligible jusqu'à la prochaine RLE peut se retrouver inéligible pendant de longues années. Alors, mais il faut quand même reconnaître que cette alliance donne quand même quelque chose d'un peu plus costaud à la résistance. Ça vaut quand même le coup, non? Moi, je tiens à rappeler et à souligner que la politique, c'est la saine appréciation de la réalité du monde. En tant qu'observateur, il faut le reconnaître, les deux partis ont des difficultés aujourd'hui pour que leur leader puisse être candidat à la prochaine élection présidentielle. C'est donc logique que ces deux grands partis-là puissent se mettre ensemble pour chercher à ce que leur leader puisse d'abord être candidat. Parce que lui, c'est vrai, le faire parler de projet politique. On n'est même pas encore là. Est-ce qu'ils pourront être candidats? Voilà d'abord un combat. Leur plateforme est claire. Il faut chercher de meilleures conditions d'élection, il faut une révision de la liste électorale. Donc c'est sur des points bien précis qu'ils ont énumérés. Donc on ne peut pas parler d'alliance contre nature ou autre, puisque ce n'est pas pour gouverner. Mais c'est surtout pour l'élection, c'est sur la question électorale. Donc ces deux partis ayant des difficultés, ces deux partis se mettent ensemble. Ces deux partis se mettent ensemble avec d'autres partis, avec d'autres mouvements. Et je pense que Mme Gbagbo l'a si bien résumé. Simone Gbagbo a dit qu'on peut parler d'une seule voix sans parler, on peut parler de la même voix sans parler forcément d'une seule voix. Aujourd'hui, l'opposition est claire. Il faut que l'élection soit inclusive. Il faut que les différents partis puissent, les grands candidats puissent être présents sur la liste et compétir. Donc voilà ce que l'opposition réclame. Le faisant et le disant, ils cherchent les moyens pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Il ne s'agit pas encore d'alliance pour aller gouverner. Alors, on a vu, terminer par l'environnement politique ivoirien. Il y a eu le RADP qui a eu une alliance avec le FPI. Il y a eu en son temps, le FPI du même Laurent Gbagbo, il y a eu chaque fois des alliances pour des objectifs bien précis. Donc ce n'est pas nouveau sur notre échiquier politique national. Et l'objectif, c'est que pour nous, le souhait, c'est que tout cela doit concourir à ce que nous passions des élections apaisées et que pour une fois, cette élection de 2025 puisse se passer comme... c'est possible d'avoir des élections apaisées lorsque d'autres veulent se battre. Mais justement, ce qu'il dit montre en fait qu'en fait, les Ivoiriens manquent beaucoup de culture politique. Moi, je dis aux gens, ils ne prennent pas le temps de lire l'histoire. Ils ne lisent pas l'histoire, ils ne comprennent pas. On va revenir sur les faits. Vous me dites que le FPI s'est associé au RHDP. Qu'est-ce que ça a donné? Boycott actif. C'était de la violence.
On est d'accord. Le RHDP, c'est quoi? C'était tous les partis, les mouvements militaires qui se sont associés pour lutter contre le FPI. Qu'est-ce que ça donnait? Violence, la guerre en 2010. Et je pense que les gens, ils le disent souvent, oui, la politique, c'est... Mais si vous appréciez les choses aujourd'hui, juste pour un moment, et la suite, notre histoire politique est jonchée de violence. Pourquoi? Parce que les gens s'associent toujours pour un élément précis à un point. Ils ne disent pas on s'associe pour qu'il y ait le pouvoir. C'est comme je l'ai dit, un parti politique n'est pas une association qui a pour but de porter un homme au pouvoir. Non. Un parti politique, association privée pour porter des idées au pouvoir. Peu importe la personne. Oui, la personne, mais ce n'est pas la personne. Si c'est la personne, ceux qui comptent. Si c'est la personne, ceux qui comptent. Pourquoi on dit parti? On prend un individu, on fait un mouvement. Ensemble de Macron, c'est un individu qui a monté un mouvement. Après, il devient parti politique. Donc, si on résume toute notre politique par les individus, parce que ce n'est pas le seul, hein, c'est par RHDP. Un individu lui seul, il règne. S'il n'est pas là, on ne fait rien. Une seule personne doit être présidente. Si elle n'est pas là, on prend les armes. Mais si on réfléchit comme ça, mais c'est plus de la politique, c'est juste du sectarisme. Alors, vous avez dit Kofo qui dit deux partis en difficulté, c'est du pain béni pour vous? Si ces deux grands partis sont en difficulté. Vous savez, non, vous savez, comme je l'ai dit, le RHDP travaille sur le terrain. C'est la première force politique, avec une représentation nationale. En termes de lui, vous le savez, je n'ai pas besoin donc de vous faire la litanie de ce que nous avons gagné. C'est le seul parti qui est capable de présenter des candidats sur l'ensemble du pays. Donc, on n'a pas besoin que nos amis de l'opposition soient en difficulté pour en disparaître. La politique, il faut travailler. Mais les gens ne travaillent pas, ils sont dans les raccourcis. Voilà pourquoi je m'offusquais que les gens disent que c'est parce que nous sommes au pouvoir, nous avons des moyens que nous mobilisons. Non. Dans l'opposition, le RDR, vous le savez très bien, il remplissait les stades. Donc, c'est pas... il faut être structuré. Il faut travailler, il faut avoir une stratégie, il faut convaincre les populations. Il a parlé tout à l'heure d'un projet. Mais vous n'avez pas de projet, c'est vrai que vous avez des revendications donc, que vous portez, mais à côté de ça, quel est le projet qui va vous d'ailleurs permettre de susciter de l'adhésion et de l'engouement vis-à-vis de la population? C'est ça, parce que vous dites, nous avons des revendications et ces revendications que nous portons vont aller aussi avec des actions politiques sur le terrain, meetings, mobilisation et autres, marches. Mais pour qu'un jeune, donc, qui est dans une situation difficile à la recherche d'emploi, adhère à votre mouvement et qui descende soit dans les rues ou bien vous rejoindre dans les meetings, il faut que tu lui proposes quelque chose. Il ne va pas se lever parce qu'il est trop beau, parce qu'il t'appelle Laurent Gbagbo. Non, je termine rapidement pour dire d'abord l'alliance, elle est vide. Et ce sont des raccourcis, c'est du surplace, parce qu'il a dit la politique, c'est la saine application des réalités. Mais ils savent qu'ils avaient des problèmes lorsqu'ils ont refusé de se mettre ensemble. Et vous êtes à 4 mois des élections, c'est maintenant que vous sentez qu'il y a une réalité qui vous concerne et qui vous oblige à vous mettre ensemble. Non, ça, c'est pas de la politique. C'est du surplace au risque de me répéter, mais il faut que ces gens-là comprennent que la politique ne se fait pas de cette façon si vraiment vous voulez aller loin. Alors cette alliance ne va pas de la même façon comme vous. Hein. Comment vous voyez, c'est vrai l'alliance est déjà née, mais maintenant le futur immédiat de cette alliance c'est quoi selon vous? Bon, rapidement on va passer. Non mais ils l'ont dit, c'est mon mener un combat, ils ont déjà fixé le cap, c'est pourquoi ils vont marcher, ils l'ont déjà dit. Mais c'est pourquoi moi j'aimerais revenir. C'est que lui, il a raison, quand il dit que l'opposition n'a pas un discours, comment dire ça, qui va créer, comment dire ça, qui va mettre derrière lui le peuple. C'est vrai, parce que normalement, des partis politiques d'opposition qui ont des arguments, normalement, devaient pouvoir utiliser par exemple l'argument de tout ce qu'il y a eu comme cas Abidjan. Ça, par exemple, ça c'est des arguments. Mais maintenant, comment transmettre tout ça en un message qui porte? C'est ça aussi que le président, c'est ça qui manque aussi à l'opposition. Et puis moi, je me méfie beaucoup quand le RHDP dit ça souvent. Moi, je ne suis pas un parti politique, hein, mais je me méfie souvent quand j'entends le RHDP dit balancer des chiffres. Par exemple, on a à l'issue des élections locales, on a 1 500 000 voix et l'opposition à 400 000 voix. Mais moi, je dis attention, le PPCI, par exemple, pour les dernières élections locales et régionales, notamment, le PPCI n'a eu que des candidats que dans 22 régions. En Côte d'Ivoire, il y a 31 régions. Donc, je dis qu'il y a au moins
il y a au moins 9 régions dans lesquelles le PPACI n'avait pas de candidat. Mais pourquoi il n'y a pas de candidat? Non, je vais calmer. Parce qu'ils ne sont pas représentés. Le PPACI n'a pas de candidat. Peut-être parce qu'ils sont au pouvoir qu'il n'a pas de candidat. Mais ça ne veut pas dire que dans ces régions où il n'a pas eu de candidat. Ils ont fait quand même 10 ans. Non, je veux dire que ça ne veut pas dire que dans ces régions où il n'y a pas de candidature, il n'y a pas de militants. Attention, ça ne veut pas dire que dans ces régions où il n'y a pas de candidats, il n'y a pas de militants. C'est des militants dont les chiffres n'ont pas été ajoutés à ce que le PPACI, le RDP balance comme chiffre. Quand je dis que le PDCI et le PPACI, c'est 400 000 voix. Le PSI également, il y a eu des candidats dans 27 régions. Il y a tout autour de 5 régions où il n'y a pas eu de candidats eux aussi. Mais tout ça, c'est un électorat qu'il ne faut pas ignorer. Voilà. Et après de ça, pour les élections locales, pour les élections locales, le vote d'un électeur n'est pas forcément conditionné, enfin, je ne veux pas dire forcément, enfin, il ne vote pas forcément pour celui pour qui il va voter par la présidentielle. Parce que moi, je peux voter par exemple pour le RDP pendant les élections locales, parce que Ezi Boukora et moi, bon, on est du même village, et que lui et moi, il y a cette affinité-là. Mais quand il s'agit de voter pour la présidentielle, là où il y a Alassane Ouattara à Bon-Laurent, c'est carrément une zone. Alors, moi, je voulais juste rappeler aux frères que ce ne sont pas les alliances en Côte d'Ivoire qui entraînent les conflits, c'est les conditions d'organisation de l'élection présidentielle, surtout, qui entraînent les conflits. C'est pourquoi nous, en tant qu'observateurs, nous appelons toujours à ce qu'il y ait des conditions assainies. Concernant le fait que tel parti ou tel... Non, je peux comprendre que M. Koukora dise que l'opposition n'a pas de projet, mais pas nous qui sommes par exemple des journalistes, nous des observateurs neutres. Tout parti a un projet. Et je pense que dans les meetings, les gens essaient de donner quand même ce qu'ils veulent pour la Côte d'Ivoire. Mais actuellement... Dans les meetings, pour les Ivoiriens, c'est-à-dire vous avez un programme pour la Côte d'Ivoire et vous allez juste dans les meetings pour vos partisans, pas pour tous les Ivoiriens. Mais ils s'expriment lorsqu'ils ont l'occasion. Mais tu t'exprimes à quel moment? Tu t'exprimes dans les meetings, dans les conférences, tu t'exprimes partout, tu donnes ta vision de la Côte d'Ivoire. Et chaque parti le fait. Maintenant, moi je peux comprendre, lui c'est normal, lui il peut dire que l'opposition, mais chaque parti le fait. Alors, l'objectif, avant maintenant de pouvoir vendre ton projet, il faut avoir ton leader sur la liste, il faut être candidat. Voilà ce que l'opposition dit. L'opposition dit, c'est vrai que chaque parti a ses projets, mais pour le moment là, on se met ensemble pour créer les conditions d'une bonne élection. C'est pas ça qui doit normalement créer les conflits. Alors, en attendant, vous voulez réagir? Non, je veux réagir rapidement pour dire d'abord que ce ne sont pas les conditions d'organisation d'élections qui ont créé des conflits dans notre pays. En 2000, les candidats qui sont allés aux élections étaient d'accord. Non, voilà, peut-être qu'il faut relativiser. Et d'ailleurs, ça n'est même pas. Toutes les crises que nous avons connues dans notre pays ne résultent pas donc des conditions d'organisation d'élections. En 2000, la CNE qui a été mise en place a été avec un consensus donc entre Laurent Gbagbo et Guy, les principaux candidats. En 2010, M. Badina, quelles sont les conditions que nous n'avons pas mises en place pour qu'on puisse aller aux élections? Tous les candidats, ceux-mêmes qui n'emplissaient pas les conditions. Accord sur la CEI, tout le monde était d'accord. On allait aux élections en applaudissant au premier tour, en applaudissant entre les deux tours, débat télévisé, civilisé entre les deux candidats. Quelles étaient les conditions donc qu'on devait réunir? Non, mais je parle des conditions d'organisation, non, s'il te plaît. Ils savaient qu'ils avaient des armes dans les rues et puis ils ont accepté d'aller aux élections. Vous n'avez pas insulté ces grands messieurs, ces grands leaders qui consciemment ont demandé à aller aux élections parce que les conditions étaient réunies. Ils ont brûlé des armes à Boaké, Gbagbo y était, et il a dit la paix est revenue, nous célébrons la paix. Donc il ne faut pas prendre des raccourcis, des prétextes pour justifier la crise, alors que c'est le manque donc du fair play. Parce que la crise de 2010 découle de quoi? De ce que Laurent Gbagbo refuse donc sa défaite et nous conduit dans une crise. Alors, voilà. Le bel, 30 secondes. Oui, 30 secondes. Déjà, je vais dire une information que j'ai lue sur le but de Assalé Tcheboko qui disait que depuis 2010, 4,5 millions d'Ivoiriens ne sont pas allés voter. 4,5 millions d'Ivoiriens ne sont pas allés voter. C'est déjà énorme. Deuxième chose, ne traversons pas l'histoire. En 2000, comme M. Gbagbo a été élu, on sait qu'il y a eu des marches, il y a eu des morts. Je ne dis pas, mais il y a eu des morts, on le sait. En 2010,
C'était une élection quand même super armée, il y a eu des bombardements. En 2020, c'était même apaisé, mais il y a eu quand même 89 morts. Et cette année, tout le monde a peur. Donc, il ne faut pas nous dire qu'en Côte d'Ivoire, les élections se passent toujours bien. Nous avons des élections et ça se passe toujours bien. Non, je finis. Oui, ce n'est pas vrai. Non, il a raison parce que les conditions, c'est quoi? Les conditions, c'est quoi? Donnez-moi juste la seconde. Les conditions, c'est quoi? Moi, je suis d'accord avec elle. Les conditions, c'est quoi? On vous dit, on met une commission électorale indépendante. Bon, à la base, elle n'est même pas indépendante. Ce sont les partis politiques. Et moi, je l'ai toujours dit, une commission électorale indépendante qui prend les partis politiques, ce n'est pas juste. En 2010, on a vu comment ça s'est passé. Et cette année encore, on le sent. Donc, je dis, si vous voulez avoir des élections justes, il faut assainir les règles. Mais les règles de notre système ne sont pas des règles bonnes. Pourquoi? Le président est choisi le président du Conseil constitutionnel. Okay. Le parti, non, je viens. Non, j'explique pas. Mars, voilà, Cécile, c'est notre enfin week-end politique de ce soir. Je rappelle que nous étions en compagnie d'Hubert Kofo, Jean-Hubert Kofo, journaliste, chef de service politique à l'intelligence d'Abidjan. À côté de lui, Aouya Kouakou, journaliste consultant. Pour la première fois, nous avons J. Kokora, RHDP, qui a défendu serment sa ligne politique. Pour la première fois également, Lebel, qui nous a montré ce soir que c'est un communicant et un expert également en marketing. Merci beaucoup à vous tous. Week-end politique, c'est terminé. Ce jour, pour moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mais d'ici là, continuez à suivre Business 24 dans ces différentes plateformes, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok et principalement sur le canal 171. Et d'ici là, portez-vous bien. Bonsoir à tous.